Bien, alors nous allons pouvoir commencer. La dernière fois, je vous avais exposé dans la perspective de vous donner un aperçu de l'enseignement de la grammaire en France. J'avais commencé par vous présenter les textes officiels récents, qui donnent un cadrage au sujet de l'enseignement de la grammaire. Donc on avait vu qu'il y avait un certain nombre de notions qui devaient être acquises à l'école primaire, donc des notions relatives aux natures de mots ou de groupes de mots. Donc pour les parties du discours ou les natures de mots qu'on appelle lexicales, nom, verbe, adjectif, adverbe. Pour les natures de mots plutôt grammaticales, il y a trois types de déterminants, l'article défini, indéfini, les déterminants possessifs et démonstratifs. Donc quand je dis trois types, je veux dire qu'il y a l'article, les déterminants possessifs et démonstratifs, et puis deux types d'articles. Le pronom personnel, la préposition, la conjonction de coordination, de subordination, et puis les groupes, groupe nominal prépositionnel, bon bien sûr il y a aussi le groupe verbal et d'autres qui ne sont pas mentionnés ici. Ensuite, au plan des fonctions, il y a quelques fonctions, vous voyez il n'y en a pas beaucoup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a la fonction sujet, COD, COI, la fonction complément circonstanciel, la fonction attribut du sujet, la fonction épithète, la fonction complément du nom. Et puis au niveau de la phrase, vous avez la notion même de phrase, les types de phrases, déclarative, interrogative, impérative, les formes de phrases, la négation, l'exclamation, la phrase simple, la phrase complexe, avec donc les notions de juxtaposition, de coordination et de subordination, et puis la proposition. Donc, vous voyez que vous n'avez ici qu'une sélection de notions grammaticales. Par exemple, dans la catégorie des déterminants, on n'a pas ici l'article partitif. Dans les déterminants qui ne sont pas les articles, on n'a pas, par exemple, les déterminants indéfinis. Dans les pronoms, on n'a que le pronom personnel, on n'a pas le pronom possessif, le pronom démonstratif, etc. Bon, pourquoi ? Parce que, et ça c'est un point extrêmement important, mais sur lequel je reviendrai, ce qui importe le plus et ce qui manque le plus aux professeurs qui enseignent le français, qu'il s'agisse du français langue étrangère ou du français langue maternelle, c'est d'avoir une vision d'ensemble de toutes les notions, de l'ensemble des notions, sans entrer forcément dans le détail. C'est plus important de savoir comment se situe la notion de déterminant par rapport à la notion de groupe nominal, par rapport à la notion de groupe nominal, par rapport à la notion de phrase, etc., plutôt que de connaître dans le détail tous les types et sous-types de déterminants. Comprenez, la notion générale de déterminant est plus importante. Parce que ce qui manque donc le plus aux enseignants, ça bon, c'est un diagnostic personnel, mais je pense qu'il est très facilement partagé, c'est le fait d'avoir une vue d'ensemble, l'ensemble des notions de grammaire, et de savoir que par exemple, bon, on ne connaît pas tous les détails de telles notions, mais on pourrait les approfondir en regardant une grammaire universitaire. Or, la plupart du temps, quand vous consultez des grammaires qui sont sur le marché, par exemple, en français, la plus connue, que vous connaissez sans doute, c'est la grammaire méthodique du français. Tout le monde la connaît. La grammaire méthodique du français, ça fait, je ne sais pas, peut-être 15, 20 ans qu'elle est utilisée. C'est une grammaire qui a été très très bien acceptée, qui a été bien faite, elle a rencontré vraiment un grand succès en France, dans les universités, dans les centres de formation des professeurs, etc. Bon, mais cette grammaire, quand vous allez regarder dans le chapitre sur les déterminants, vous avez beaucoup de détails tout de suite sur les déterminants. Donc comment voulez-vous qu'un professeur qui se sent un peu fragile en grammaire s'y retrouve si, dès qu'il va chercher une notion, tout de suite il est perdu dans les détails sur cette notion? Donc l'important, moi en tout cas, ce qui va être vraiment ma ligne directrice pour ce cours, c'est de vous donner une vision d'ensemble. C'est pourquoi il est important d'avoir en tête l'ensemble des notions importantes. Enfin, je suis un peu redondant là. Il est essentiel d'avoir en tête l'ensemble des notions les plus importantes pour comprendre comment elles font système, comment elles s'organisent entre elles, même si on n'a pas tous les détails sur
certaines des catégories. Par exemple, même si on ne connaît pas en détail tous les types de déterminants ou tous les types de propositions subordonnées circonstancielles, etc. Bon, on y reviendra. Donc, une trentaine de notions, c'est pas beaucoup, mais la plupart du temps, les gens n'ont pas une idée claire sur l'ensemble de ces notions. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est, une fois que ces textes officiels ont été introduits, et vous voyez, je me sers de cette notion de texte officiel et du programme de l'enseignement à l'école primaire comme base, comme sorte de noyau minimal, un noyau de base de la grammaire du français. Il faut maîtriser ce noyau. Et ensuite, quand on maîtrise bien ce noyau, c'est très facile d'approfondir quelques détails à l'intérieur du système. Alors donc, on a vu les textes officiels. Maintenant, on va voir un petit peu qu'est-ce que peut nous apporter la linguistique dans l'enseignement de la grammaire. Alors, on verra tout d'abord ce que signifie identifier des formes grammaticales, puisque on a vu la semaine dernière que l'objectif majeur, outre quelques procédures morphosyntaxiques qui concernent surtout l'application de la grammaire à l'orthographe, hein, les problèmes d'accord, etc., outre donc la maîtrise de certains processus morphosyntaxiques, le cœur de l'enseignement de la grammaire repose sur cette notion d'identification des formes grammaticales. Identifier des formes grammaticales. Je voudrais vous faire réfléchir ici sur qu'est-ce que ça veut dire identifier des formes grammaticales exactement. Hein. Parce que souvent on se moque un peu de ce travail en disant mais c'est juste de l'étiquetage. On va mettre des étiquettes sur les mots. On va dire que ça c'est une préposition. On va dire que ça c'est une proposition subordonnée relative. C'est juste des étiquettes. C'est pas vraiment comprendre la grammaire si on fait simplement mettre des étiquettes. Bon. Alors, ce que je voudrais vous montrer, c'est que identifier des formes grammaticales en termes de nature ou de fonction, c'est pas seulement mettre des étiquettes. C'est quelque chose de beaucoup plus profond qui a un rapport avec un processus cognitif essentiel qui est le processus de la catégorisation. Donc, on va voir ça aujourd'hui en détail. Ensuite, je vous donnerai un aperçu des grands vecteurs de structuration du système de la langue. Je vous parlais il y a un instant du fait que beaucoup de professeurs qui enseignent la langue française n'ont pas une idée globale du système. Eh bien, je vous donnerai là un aperçu, mais bien sûr ensuite, pendant tout le semestre, on va examiner ce système dans le détail, mais je vous donnerai un aperçu des grands axes de structuration de ce système. Et puis le dernier point que j'examinerai, c'est la terminologie. Parce que, en réalité, on ne peut pas faire du travail correct en grammaire sans une bonne terminologie de référence. Hein. Enfin, bonne, il faut de toute façon une terminologie de référence. Une terminologie qui soit, si possible, constante, que les professeurs, que les élèves, disons, d'une année sur l'autre, ne changent pas de terminologie en changeant de professeur. Ce qui était le cas jusqu'à présent. Hein. Or, le ministère vient de publier, là, à la fin du mois de juillet de cette année, 2020, hein, une nouvelle terminologie pour l'enseignement de la grammaire. Alors, je pourrais vous en parler d'autant plus facilement que c'est moi qui l'ai faite, cette terminologie, avec un collègue de l'inspection générale. Donc, nous avons été, disons, sollicités par le ministère pour élaborer cette terminologie. Donc, je pourrais vous l'exposer d'une manière très précise. J'ai demandé qu'on la reproduise en version papier. Bon, c'est quand même chose qui fait à peu près 200 pages, mais je vous montrerai tout à l'heure un lien, on peut y accéder. Il y a évidemment, le ministère a mis un accès à un PDF, disons, voilà, un accès libre à cet ouvrage. Donc, c'est cette terminologie grammaticale toute récente, puisque elle servira pour toutes les années qui suivent de base de référence pour l'enseignement de la grammaire en France, dans toutes les écoles, les collèges, les lycées. Donc c'est cette grammaire-là que vous devez utiliser comme base de référence, qu'on vous invite à utiliser comme base de référence pour enseigner la grammaire dans le cadre du français langue étrangère. C'est la même chose. On s'en sert aussi
on est en train de préparer là, un tableau d'équivalence pour les enseignants de langues étrangères, pour que les professeurs d'allemand, d'anglais, d'espagnol puissent avoir une idée claire des équivalents possibles. Hein. L'année dernière, avec les étudiants de Madrid, on avait pas mal discuté. D'ailleurs, un petit groupe avait fait un exposé sur le problème des compléments, parce qu'il y a des grandes différences entre la façon de traiter les compléments dans la grammaire de l'espagnol et la grammaire du français. Donc, j'en dirai un petit mot le moment venu. Donc, on dispose maintenant d'une terminologie de référence, et ça sera la base de travail sur laquelle on va s'appuyer pour ce cours. Alors, avant de commencer, juste à titre de préambule, je dis un tout petit mot rapide, hein, parce que c'est un sujet finalement assez vaste. Je dis un petit mot rapide des rapports entre grammaire scolaire et linguistique, parce que, au fond, ces rapports, ils ont une histoire. Hein. Pendant très longtemps, jusqu'au milieu du XXe siècle, hein, mettons de la fin du XVIIIe au milieu du XXe siècle, puisque auparavant, la grammaire du français, elle est calquée sur la grammaire du latin. Il n'y a pas de grammaire française. Hein. On parle, par exemple, au lieu de parler de COD, on parle d'accusatif en français. Ce qui n'a pas de sens, évidemment, puisque ce n'est pas la même langue. Donc, il n'y a pas vraiment de cas au français. Il y a des fonctions, ce n'est pas du tout la même chose. À partir du moment où la grammaire scolaire s'enseigne à l'école, la grammaire scolaire est complètement coupée de la recherche linguistique qui se fait ailleurs qu'à l'école, donc qui se fait à l'université, qui se fait dans les laboratoires, à l'école des études, à la Société linguistique de Paris, tout ce que vous voulez. Pourquoi ? Tout simplement parce que la linguistique de l'époque, elle s'intéresse surtout, elle est dans la filiation de la grammaire historique et comparée, elle s'intéresse à l'aspect historique, génétique des langues, à savoir quel est le rapport entre, le français, l'espagnol, etc., et l'indo-européen. Bon, donc, ce sont des connaissances en linguistique très techniques, historiques, qui en fait n'ont absolument aucun rapport avec l'enseignement du français. Donc, pendant très longtemps, la grammaire scolaire est faite à l'école. C'est une grammaire qui est plus ou moins élaborée par des inspecteurs, des professeurs, etc., mais elle est totalement autonome par rapport à la linguistique savante, si vous voulez. Hein. D'où cette phrase de Chervel, qui est un grand spécialiste de l'histoire des idées linguistiques et en particulier de l'histoire de l'enseignement de la grammaire. Il dit au sujet donc de la grammaire scolaire, elle se donne comme une vérité absolue et les concepts qu'elle met en place, du complément d'objet direct à la subordonnée circonstancielle, sont censés représenter les réalités objectives de la langue. Donc, on a une autonomie de la grammaire scolaire qui prend ces descriptions pour de la réalité, sans forcément s'interroger sur le fait de savoir si cette réalité, elle existe vraiment. Hein. Est-ce que les descriptions que la grammaire scolaire propose sont vraiment une description fidèle de la réalité linguistique ? Alors le problème, ce problème de la réalité des descriptions linguistiques fournies par la grammaire scolaire, il émerge dans les années 60, à la fin des années 60. C'est une période de rénovation de la grammaire qui s'effectue sous la direction principale d'une commission qu'on appelle la commission Rouchette, qui a été mise en place par un ministre en 1963. Et donc là, dans les années 70, on tente de faire se rejoindre la linguistique française qui s'est développée dans les universités parce qu'on a, après cette période où, grosso modo, on s'intéressait surtout à la comparaison entre les langues, s'est développée en France comme ailleurs, dans beaucoup d'autres pays, des linguistiques spécifiques, la linguistique de l'espagnol, la linguistique du français, etc. Et donc là, à partir du moment où on fait de la linguistique française à l'université, il y a des liens qui sont imaginables entre la linguistique française et la grammaire du français qui est enseignée à l'école. Et c'est là que les linguistes se rendent compte qu'il y a toutes sortes de choses très bizarres dans la grammaire scolaire, des choses qui ne sont pas très cohérentes. Hein. Par exemple, tout bêtement, le fait de définir la notion de complément circonstanciel d'un point de vue purement sémantique, c'est-à-dire dire que le complément circonstanciel, complément circonstanciel, c'est une fonction, d'accord, hein, c'est une fonction. Donc,
c'est une notion qui est de nature syntaxique, c'est une fonction. Bon. Mais dans la grammaire scolaire, on définit cette fonction par un critère non pas syntaxique, mais sémantique. On dit, complément circonstanciel, c'est tout ce qui indique le lieu, le temps, la cause, etc. Bon. Alors évidemment, on va analyser de la même façon, il va à Paris, parce qu'à Paris, c'est l'indication du lieu, et puis il travaille à Paris. À Paris, c'est l'indication du lieu. Or, évidemment, du point de vue syntaxique, c'est à Paris, dans les deux phrases, ça n'a absolument rien à voir. Puisque dans il va à Paris, on ne peut pas le supprimer. Et c'est précisément une des caractéristiques des compléments d'objet indirects qui est distincte des compléments circonstanciels. De toute façon, on refera un cours là-dessus. Mais c'est juste pour vous donner un exemple. Les linguistes se sont aperçus que les descriptions de la grammaire scolaire étaient, pour certaines, un peu erronées, enfin même carrément erronées. Bon. Alors c'est compliqué parce que pour beaucoup de personnes, vues de l'extérieur, on peut dire un peu ce qu'on veut. Je veux dire, il n'y a pas une réalité grammaticale. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, il y a encore des débats absurdes, des débats sur le fait de savoir si le conditionnel est un temps ou un mode. Ça fait depuis les années 1920, il a été montré que le conditionnel est un temps de l'indicatif. Mais il y a encore des gens, parce qu'ils ont appris à l'école que le conditionnel était un mode, qui considèrent que le conditionnel c'est un mode, c'est le mode conditionnel. Donc ils estiment qu'eux, ils ont raison, pas moins que ceux qui défendent l'idée que le conditionnel est un temps d'indicatif. Or, il y a des, si vous voulez, à partir du moment où on a une certaine définition de ce qu'est un temps, de ce qu'est un mode, etc., il y a des arguments absolument imparables qui montrent que le conditionnel français est bien un temps de l'indicatif et pas un mode. Donc on ne peut pas dire n'importe quoi, il y a bien une réalité. Mais le discours sur la grammaire, très souvent, il est un peu relativiste. Chacun a un peu sa grammaire, moi je vois ça comme ça, toi tu vois ça comme ça, mais c'est pas grave, c'est bon. Chacun fait un petit peu comme il veut. C'est à peu près comme si, je donne souvent cette analogie, à un moment donné, vous savez qu'on a découvert que les baleines ou les dauphins n'étaient pas des poissons, mais des mammifères. Bon, c'est à peu près comme si des gens disaient non, mais pour moi c'est un poisson, ça nage dans l'eau et tout, c'est un poisson, c'est pas un mammifère. Un mammifère, c'est une vache ou une chèvre, mais c'est complètement différent. Bon, voilà. Donc, si vous voulez, à un moment donné, le problème se pose de l'adéquation de la description grammaticale scolaire à la réalité des faits. Et avec ce qui présuppose l'idée qu'il y a bien une réalité des phénomènes linguistiques. Phénomènes linguistiques, on ne peut pas les décrire n'importe comment, il y a quand même une réalité. Bon. Alors, cette période, finalement, qui partait d'une bonne intention, qui partait de l'idée de rendre un peu plus rigoureuse la grammaire scolaire, et de faire en sorte qu'elle dise, disons, des choses un peu moins fausses sous certains aspects, elle s'est assez mal finie parce que cette grammaire scolaire qui avait été enseignée depuis quasiment, non pas un siècle, mais disons pendant plusieurs décennies, elle avait été apprise par les professeurs, par les instituteurs. Et donc quand les professeurs et les instituteurs ont pris conscience que ce qu'ils disaient était un peu faux, qu'il fallait dire autrement, ça a complètement déstabilisé la maîtrise par les professeurs de l'enseignement de la grammaire. Et en réalité, peu à peu, ils s'en sont désintéressés. Et en France, ce qui s'est passé, c'est que, mais c'est pas seulement en France, mais enfin je parle surtout de la situation française que je connais mieux, c'est que finalement, à partir des années 80, on s'est beaucoup méfié des apports de la linguistique en disant, les linguistes, de toute façon, ils ne sont pas d'accord entre eux, ce qu'ils expliquent est trop compliqué, c'est inapplicable dans les classes. Donc, laissons tomber, et puis on revient à une espèce de grammaire scolaire un peu basique, peu importe. Mais en tout cas, dans la pratique de l'enseignement, ce qui s'est passé, c'est que les professeurs ont de moins en moins enseigné la grammaire. L'enseignement de la grammaire dans les classes, c'est devenu une catastrophe. Je veux dire, les élèves ne savent plus rien. Même, vous voyez, là, ici, quand on prend des élèves français qui viennent en lettres modernes, et qui donc ont des cours de grammaire, de linguistique pour eux-mêmes devenir professeurs de français après, quand on les récupère en première, deuxième année, ils savent rien, mais rien, alors qu'ils ont appris la grammaire depuis l'école primaire.
Donc CP, CE1, CE2, CM1, CM2, 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, première, terminale, pendant 12 ans. Ils ont appris de la grammaire, tous les ans. Et à la fin, ils ne savent rien. Ils ne savent même pas ce que c'est qu'une préposition. Ils savent... Donc, c'est délirant. C'est à peu près comme si vous imaginiez qu'à la fin du lycée, un élève, il ne sait pas 3 fois 4. Il ne sait pas que ça fait 12. Hein, il faut l'imaginer, ou que les élèves n'ont jamais compris ce que c'est que le périmètre d'un rectangle ou la surface d'un triangle. Bref. Vous voyez ? Donc, on est arrivé à une situation totalement aberrante d'un enseignement qui représente des milliers d'heures dans la carrière scolaire en 12 ans de scolarité, et à la fin, il n'en reste rien. Rien. Les élèves n'ont jamais rien compris, ils n'ont jamais rien retenu. Donc il y a un vrai problème. C'est absurde. Hein, on continue d'enseigner n'importe comment. Et pourquoi ça ne marche pas ? Tout simplement parce que les professeurs eux-mêmes ne comprennent pas ce qu'ils enseignent. Les professeurs eux-mêmes sont mal à l'aise, ils comprennent des petits bouts, et dès qu'il y a une question d'un élève, ah oui, alors madame, là vous me dites que le complément, on peut pas l'enlever, mais là je peux l'enlever, vous dites que c'est quand même un complément, alors voilà, le prof il est déstabilisé, il dit oui, alors là c'est comme ça dans cette phrase-là, mais dans une autre c'est pas comme ça. Voilà. En général ça se finit comme ça, un petit peu en queue de poisson, et du coup dans les années 80 on s'est un peu débarrassé de la grammaire pour aller du côté de l'analyse de discours. Donc on a dit, faire de la grammaire, ça sert juste à comprendre les textes, donc ce qui compte, c'est la description des discours. Et au total, eh bien, on a eu vraiment, si vous voulez, une aggravation encore plus grande des connaissances grammaticales dans la population, tout simplement parce qu'on disait, à ce moment-là, puisque ce qui compte, c'est la compréhension des textes et l'analyse des discours, on ne fera plus de cours de grammaire. Dans cette période-là, dans les instructions officielles, le ministre, c'était Bayrou à l'époque, disait « Les cours de grammaire sont désormais interdits. On ne fait plus de cours de grammaire. On se contente, quand on lit un texte, quand on analyse un texte avec les élèves, de faire au passage une ou deux petites remarques grammaticales, disant « Ah tiens, tu vois, là, le sujet, il est au pluriel, donc le verbe s'accorde au pluriel. » Voilà. Là, c'est un adjectif, il est placé avant ou après le nom. Des petites remarques ponctuelles comme ça. Évidemment, avec des petites remarques ponctuelles de ce type-là, les élèves n'ont acquis aucune structuration des connaissances grammaticales. Hein. Donc, aujourd'hui, il y a une prise de conscience très nette, et ça, on l'a vu la semaine dernière, quand on a décrit un petit peu les instructions ministérielles, il y a une volonté très nette de revaloriser l'enseignement de la grammaire, de dire il faut absolument faire des cours de grammaire, que les cours de grammaire ont leur progression propre, c'est-à-dire qu'on ne se base pas sur les textes qu'on enseigne pour dire à tel moment, je fais un texte descriptif, alors je vais travailler sur les adjectifs à ce moment-là, etc. C'est ce qu'on faisait avant. Là, la grammaire s'enseigne séparément, avec une progression propre. Hein. Et bien sûr, chaque fois qu'on a l'occasion, quand on étudie un texte, on peut faire des remarques grammaticales en plus. Hein. Bien sûr, on relie la grammaire à la lecture, à la compréhension de texte, à la production des textes, à la correction des textes, etc. Mais elle a un apprentissage autonome, séparé, et cela vaut aussi bien pour le français langue maternelle que pour le français langue étrangère. Bien, alors, je commence maintenant sur cette question de l'identification des formes grammaticales, et je pose la question, que signifie exactement identifier une forme grammaticale ? Alors, on va partir de ce petit exemple. L'abîme appelle l'abîme. C'est une phrase prise quasiment au hasard. Hein, c'est une expression figurée qui vient d'un psaume de David pour dire l'abîme appelle l'abîme, c'est-à-dire si on commet une erreur, on va en commettre encore une autre, et puis une autre, et puis une autre. Bon, alors, cette phrase, elle m'intéresse tout simplement parce qu'il y a deux fois le même mot, mais avec pas la même fonction. Donc, en latin d'ailleurs, cette phrase, puisque la phrase en français c'est la traduction de cette phrase en latin, vous voyez qu'elle s'écrit différemment. Hein. On peut dire aussi bien abyssus abyssum in vocat que abyssus et vocat abyssum, si vous voulez. Bien. Pourquoi ?
Mais, tout simplement parce qu'en latin, le cas, COD, est marqué par la morphologie. Hein. C'est l'accusatif abissum. Bien. Donc, l'importance de l'ordre des mots, dans ce cas-là, est moindre. Puisque de toute façon, vous savez que l'un des deux est COD grâce à sa morphologie. Alors que là, les deux mots abîme en français, vous savez que l'un est sujet et l'autre est COD, non pas par sa morphologie, puisque les deux mots sont exactement identiques. Vous le savez grâce à quoi? Grâce à la position. Alors, ça, c'est une notion extrêmement importante qui est formulée par Gustave Guillaume, un grand linguiste dont j'aurai l'occasion de vous parler à nouveau à propos du verbe. Cette idée est formulée de la façon suivante par Gustave Guillaume: une langue a la syntaxe de sa morphologie. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si la syntaxe d'une langue est très développée, sa morphologie sera peu développée. Donc la syntaxe, c'est par exemple l'importance de l'ordre des mots. Bon, c'est bien le cas en français. En français, hein, la morphologie est peu développée, ce qui signifie que la syntaxe est beaucoup développée. En latin, la morphologie est beaucoup plus développée, donc la syntaxe, et notamment donc, la question de l'ordre des mots, est moins importante, moins développée. D'accord ? Et pourquoi je fais cette précision? Pour dire que en français, la syntaxe a beaucoup d'importance, du coup. La syntaxe a beaucoup d'importance. Hein. Et ce qu'on nomme grammaire, qui normalement inclut aussi bien les questions de morphologie que de syntaxe, etc. Mais c'est le cas. Hein. Je veux dire, quand on fait de la grammaire, on fait tantôt de la morphologie, tantôt de la syntaxe, etc. En français, la grammaire, ce sera surtout de la syntaxe. Bien, alors quand on part d'une phrase comme celle-ci, l'abîme appelle l'abîme, qu'est-ce qu'un élève, qu'est-ce qu'on attend des élèves? Qu'est-ce qu'ils devraient être capables de faire si on suit les programmes à partir d'une phrase comme celle-ci? Qu'est-ce qu'on attend d'eux? Qu'est-ce qu'on espère à la fin de l'enseignement qu'ils soient capables de faire? On espère qu'ils soient capables de faire les choses suivantes. D'une part, qu'ils soient capables de repérer que abîme, dans les deux cas, ce sont des noms. Ça, c'est de l'identification de la nature des mots. On attend aussi qu'ils soient capables de dire que appel, ici, est un verbe. Bon. Qu'ils soient également capables de dire que dans les deux cas, l'abîme sujet et l'abîme COD, on a L' qui est un article défini, éventuellement qu'ils disent qu'il est élidé parce qu'on est devant une voyelle. On attend aussi qu'ils soient capables de savoir que l'abîme, si abîme est un nom et si L' est un déterminant, eh bien l'abîme, l'ensemble déterminant plus nom, forme un groupe nominal. On espère aussi qu'ils sachent que appel et l'abîme ensemble forment un groupe verbal, avec le verbe et son complément. Du point de vue syntaxique, il convient de savoir que l'abîme est de fonction sujet, le premier abîme, et que le deuxième est de fonction COD, et qu'enfin, l'ensemble de ces éléments forme une phrase. Bon. Donc, on a ici, vous voyez, un ensemble sur une phrase aussi simple que celle-ci, qui contient trois mots différents, hein, L', abîme et appel, avec une répétition de L' du déterminant et puis de abîme. Il y a un certain nombre de choses à savoir, et c'est tout. Hein. Il faut avoir en tête que quand on considère une petite phrase comme celle-ci, les choses à analyser, les choses que les élèves devront savoir, il n'y a pas une liste infinie, mystérieuse, etc. Il y a une liste de choses très simples, qui sont des catégorisations de nature de mots, des catégorisations de nature de groupe de mots, des catégorisations de fonctions, et c'est tout, d'accord? Je vous donne cet exemple pour que vous ayez une sorte d'idée que l'analyse grammaticale, elle a un fond, elle s'arrête à un moment donné. Ce qu'on attend des élèves, c'est une attente extrêmement limitée. Alors évidemment, un linguiste aurait peut-être d'autres choses à dire, hein, mais dans la grammaire scolaire, on s'arrête là. Alors, en fait, ce qu'on a fait là, quand on a dit l'abîme, c'est un groupe nominal, abîme, c'est un nom. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis dans la catégorie du nom le mot abîme. On a mis dans la catégorie des déterminants l'article L',
On a mis dans la catégorie du verbe appel. On a mis dans la catégorie sujet l'abîme, sujet de appel, etc., etc. Donc, identifier des formes grammaticales, c'est mettre ces formes grammaticales, que ce soit des natures de mots ou des fonctions, dans des catégories. Et ces catégories, ce sont les catégories grammaticales. Les catégories de fonctions, nom, les catégories de nature de mots, nom, verbe, adjectif, adverbe, déterminant, préposition, etc. Ou les catégories de fonctions, c'est-à-dire sujet, COD, complément circonstanciel, tout ce que vous voulez. Donc, finalement, ce qu'on appelle l'identification grammaticale, identifier une forme grammaticale, c'est catégoriser cette forme grammaticale. Alors, si on accepte cette idée qu'identifier une forme grammaticale suppose une opération de catégorisation, là, ça devient intéressant parce que la catégorisation, c'est quelque chose qui a été étudié en psychologie cognitive et on a des informations sur comment fonctionne la catégorisation et quels sont les points importants lorsque on veut catégoriser. Alors, je vais vous expliquer cela, mais comme je vois qu'il est 9h là, on va d'abord faire une pause. Si vous voulez, on va essayer d'ouvrir. Oui, non, les fenêtres sont déjà ouvertes. Bon, je vous invite à sortir un peu de la salle pour que la salle s'aère, hein, et on se retrouve dans 5-10 minutes. D'accord ? À tout de suite. Bien, alors, je vais reprendre simplement une petite précision avant de recommencer. Là, aujourd'hui, comme la dernière fois, de manière un peu... quoique la dernière fois, on avait fait ce petit test que je vous rendrai la semaine prochaine, probablement. Je vais faire un cours, disons, magistral, hein, mais à partir de la semaine prochaine, dans chaque séance, je réserve en général un moment où je vous propose un exercice et on réfléchit, on pratique et on corrige, etc. Hein. Là, comme j'introduis des notions, je fais un cours sans tellement d'interaction, mais, et c'était ça le but de mon intervention, n'hésitez pas à m'interrompre pour poser des questions, hein, si nécessaire, d'accord ? Alors, donc, on va expliquer ce que c'est que la notion de catégorisation. Qu'est-ce que c'est que catégoriser, sans entrer tellement dans les détails de cette notion telle qu'elle est, par exemple, développée ici dans ce livre Langage et cognition humaine de Anne Reboul. Catégoriser, c'est traiter un ensemble de choses comme étant équivalentes, les mettre dans le même tas, les appeler par le même nom, y répondre de la même façon. Hein. C'est-à-dire mettre des choses dans le même ensemble. Bien. Alors, c'est simple à comprendre. Une catégorie, un ensemble, je catégorise, je mets les choses dans un ensemble. Mais là où ça commence à devenir intéressant, la réflexion sur la question de la catégorisation, c'est qu'en réalité, il y a deux façons de catégoriser. Il y a vraiment deux modèles de la catégorisation, deux fonctions de catégoriser, et c'est cela qu'il faut comprendre pour savoir comment s'y prendre pour développer des apprentissages reposant sur la catégorisation grammaticale. Donc, deux modélisations de l'opération de catégorisation, soit le modèle des conditions nécessaires et suffisantes, ou la théorie du prototype. Alors, ce qu'on va voir, c'est que le modèle des conditions nécessaires et suffisantes est probablement celui qui est le plus intuitif, hein, spontanément, mais il ne décrit pas, il n'est pas fidèle à la réalité du fonctionnement de notre système cognitif, et au fond, on verra que la théorie du prototype permet de mieux comprendre les phénomènes fins de catégorisation. Alors, le premier modèle, c'est donc le modèle des conditions nécessaires et suffisantes. C'est très simple, l'idée c'est que la catégorie se caractérise par un point commun. Tous les membres de la catégorie doivent avoir un point commun, une ou plusieurs propriétés en commun. D'accord ? Donc le dénominateur commun de la catégorie, c'est l'ensemble des propriétés que possèdent tous les membres de la catégorie. Par exemple, si je définis l'oiseau, le concept d'oiseau ou la catégorie oiseau par ces deux propriétés, que c'est un vertébré et qu'il a des plumes, eh bien,
on a une opération dans les deux sens. C'est pour ça qu'on parle de conditions nécessaires et suffisantes. C'est-à-dire que si je prends n'importe quel animal, disons, qui est vertébré et qui a des plumes, s'il est vertébré, s'il a des plumes, je sais qu'il appartient à la catégorie oiseau. Même si c'est un animal que je n'ai jamais vu, si je sais qu'il est vertébré, bon, pour une raison quelconque, c'est pas si facile forcément à savoir quand on voit un animal, mais admettons, et s'il a des plumes, je sais qu'il est dans la catégorie oiseau. D'accord ? Et inversement, si on me dit, tiens, cet animal, c'est un oiseau, même si vous ne l'avez jamais vu, vous imaginez qu'il a des plumes et qu'il est vertébré. Vous savez qu'il a des plumes, qu'il est vertébré. C'est ça un peu l'utilité quand même des catégorisations, c'est que quand vous connaissez les propriétés d'une catégorie, ben, vous pouvez déduire les propriétés de quelque chose que vous ne connaissez pas si on vous dit que c'est dans la catégorie. Si on vous dit que tel objet est dans la catégorie oiseau, vous savez qu'il est vertébré et qu'il a des plumes. Bon. Alors ça vous donne des classifications de ce genre-là. Là, je vous donne un exemple de classification scolaire hein, où on classe les différents animaux en fonction de leurs propriétés. Donc vous retrouvez ici l'oiseau hein, dans la catégorie générale des vertébrés. Donc dans la catégorie générale des vertébrés au même titre que le mammifère, le reptile, l'amphibien ou le poisson. Simplement, l'oiseau, il a en plus cette caractéristique d'avoir des plumes. Bien. Donc, dans le cas, dans le cadre de du modèle des conditions nécessaires et suffisantes, les catégories sont des entités qui ont des frontières bien déterminées. Et puis, par ailleurs, l'appartenance d'une entité particulière à une catégorie s'inscrit dans une logique binaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Votre entité, soit elle appartient à la catégorie, soit elle n'appartient pas. Elle ne peut pas appartenir plus ou moins à la catégorie. Parce que les propriétés, elles sont vérifiées ou non. L'animal, soit il est vertébré ou pas, soit il a des plumes ou pas, mais il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas, il a quelques plumes, mais pas beaucoup. Enfin, non, il a des plumes ou il n'en a pas. Hein. C'est binaire, vrai ou faux. D'accord ? Donc, ça veut dire que tous les membres d'une catégorie ont le même statut. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un animal qui est vertébré et qui a des plumes, il est oiseau, et il n'y a pas un animal qui est plus oiseau qu'un autre. Ils sont tous oiseaux au même titre. Hein. Bon. Alors, c'est un modèle utile pour la classification scientifique. Bien sûr, on a besoin de ce type de modèle. Avec des propriétés bien définies. Bon, c'est utile surtout dans les sciences. Mais est-ce que cette façon de catégoriser, vous voyez, c'est comme ça que je mets dans les catégories. Pour savoir si un objet est dans une catégorie, il faut que je sache les propriétés qui définissent la catégorie et je vérifie si l'objet en question, sur lequel je m'interroge, il a ou non les propriétés qui correspondent à la catégorie. D'accord ? Est-ce que c'est comme ça qu'on catégorise spontanément ? Bon, c'est un problème et on va voir que ça n'est pas vraiment le cas. Et puis surtout, est-ce que c'est ainsi que les langues naturelles catégorisent ? C'est-à-dire, est-ce que le lexique qui est dans les langues, il est le résultat d'opérations de catégorisation effectuées par nos ancêtres, si j'ose dire. C'est-à-dire que les mots que vous avez dans une langue, ce sont des catégories. Dans une langue, vous avez tel mot, ce mot, il renvoie à une catégorie. Bon. Mais cette catégorie, elle n'a pas été créée par quelqu'un. C'est le développement de la langue qui a amené à l'existence de cette catégorie. Puis il y a des mots qui disparaissent, d'autres qui apparaissent, etc., etc. Bon. Donc les langues naturelles, elles catégorisent aussi. Les langues, elles catégorisent spontanément. Bon. Est-ce que ce système des conditions nécessaires et suffisantes rend compte de la façon dont les langues naturelles catégorisent? Alors on peut en douter avec deux premiers arguments. Bon, dans la catégorisation ordinaire, on s'accoutume très bien de catégories qui ont des contours assez flous, finalement. Par exemple, prenons la catégorie des meubles. Bon, alors c'est sûr que dans la catégorie des meubles, si vous considérez
des notions comme table, chaise, bon, c'est dans la catégorie des meubles. Mais est-ce que, par exemple, un abat-jour, une lampe, hein, vous voyez, un abat-jour, est-ce que c'est un meuble? Est-ce qu'un piano, c'est un meuble? Alors, vous allez me dire, pour un déménageur, oui, peut-être un piano, c'est un meuble comme n'importe quel autre, hein, il doit déménager. Mais pour un musicien, un piano, c'est pas un meuble, c'est un instrument de musique, c'est dans la catégorie des instruments de musique. Donc est-ce qu'un réfrigérateur, c'est un meuble? Est-ce qu'un four, c'est un meuble? Bon, vous voyez, il y a quand même... on n'a pas une catégorie meuble, on l'utilise, le mot meuble. Hein, mais on voit bien que quand on regarde toutes sortes d'exemples concrets, notre catégorie meuble, elle n'est pas très bien définie. Hein, on emploie des mots comme ça, on ne sait pas exactement les frontières de la catégorie qu'ils désignent. Un autre exemple avec les vêtements. Bon, vêtements, oui, une chaise, une chemise, une veste, un pantalon, pas de problème. Bon, une ceinture, est-ce que c'est vraiment un vêtement? Des lacets de chaussures, est-ce que c'est un vêtement? Hein, alors évidemment, on va dire que c'est dans la catégorie accessoire. Hein. Mais ça, c'est un truc qui a été inventé depuis qu'on vend des vêtements sur des sites Internet. Hein. Les sites Internet où vous achetez toutes sortes de produits, ils produisent des catégorisations qui essaient de rendre compte d'une façon aussi fidèle que possible de l'ensemble des produits qui sont vendus pour que le consommateur puisse s'y retrouver. Mais dans certains cas, c'est assez embêtant. Donc on voit bien que même si on admet qu'une ceinture, c'est un vêtement, hein, mettons, et dans les vêtements, évidemment, vous n'allez pas aller acheter une ceinture dans un magasin de meubles, par exemple. Bon, donc on sait qu'une ceinture, c'est pas un meuble, c'est sûr. Hein. Bon, vous allez acheter une ceinture dans un magasin de vêtements. Donc, a priori, ça appartient à la catégorie vêtements. Mais on sent bien intuitivement qu'une ceinture, c'est un vêtement, mais moins qu'une veste ou un pantalon. C'est moins clairement un vêtement qu'une veste ou un pantalon ou une chemise. Donc, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, où on disait vertébré à plume, les propriétés sont vérifiées ou pas, c'est une logique binaire, ben, on voit bien que dans la réalité, c'est pas si binaire que ça. Il y a des tas de cas où en fait, des objets qui appartiennent à une catégorie peuvent être des représentants plus ou moins bons de la catégorie. Une veste, un pantalon, une chemise, ce sont de bons représentants évidents de la catégorie vêtements. Une ceinture, des lacets de chaussures, ce sont des représentants, c'est peut-être dans la catégorie des vêtements, mais d'une manière moins évidente. Hein, ils sont moins vêtements que d'autres choses. Donc, on voit bien que les propriétés qui caractérisent les catégories dans la perspective du modèle des conditions nécessaires et suffisantes ne reflètent pas notre façon de fonctionner spontanément dans les catégories. Hein. Ce qu'on vient de voir là, c'est que les catégories ne sont pas homogènes. Certains membres sont de meilleurs représentants que d'autres de la catégorie. Une veste, un pantalon, etc. est un meilleur représentant de la catégorie vêtements qu'une ceinture. Une table, une chaise, etc. est un meilleur représentant de la catégorie meuble qu'un abat-jour ou un piano. Alors, cela a été théorisé sous la dénomination de théorie du prototype, avec deux idées fondamentales, mais on va s'intéresser uniquement à la première. L'idée que toutes les catégories ont un prototype qui explique le fait que tous les membres de la catégorie ne sont pas équivalents parce que les catégories sont structurées à partir d'une sorte d'exemplaires qui sont les meilleurs représentants de la catégorie et donc par similarité avec ce prototype. Et puis la deuxième idée, c'est la notion de niveau de base et de niveau superordonné, subordonné, mais ça, je n'en parlerai pas parce que ça ne concerne pas directement pour l'application de la catégorisation à l'identification des catégories grammaticales. Alors, premier exemple qui vient
d'un article très célèbre des années 70, c'est la catégorie oiseau. On peut la représenter un petit peu comme ça, la catégorie oiseau. Vous avez un prototype qui correspond à peu près au moineau, par exemple, en Europe. Ici, c'est robin, mais c'est à peu près le moineau. Vous voyez, ça, c'est un peu le centre de la catégorie, c'est tendanciel. Et puis, dans la catégorie oiseau, mais beaucoup plus loin du prototype, donc à la périphérie de la catégorie, vous avez l'autruche, vous avez le pingouin, qui sont bien des oiseaux. Pour un scientifique, ce sont des oiseaux comme les autres. Mais pour un être humain, ce ne sont pas des oiseaux comme les autres. Ce sont bien des oiseaux, mais ils sont moins oiseaux que le moineau. Pourquoi ils sont moins oiseaux que le moineau, à votre avis? Oui, mais il y a une raison très évidente. Voilà. C'est que le fait qu'ils volent ou qu'ils ne volent pas ne fait pas du tout partie de la catégorisation scientifique. Puisque biologiquement, une autruche, un pingouin, ce sont des oiseaux dans les classifications biologiques des êtres vivants, mais ils ne volent pas. Mais voyez la différence entre le point de vue de la science et le point de vue de l'expérience humaine. Du point de vue de l'expérience humaine, pour nous, un oiseau, c'est un truc qui vole, c'est un animal qui vole, avec des ailes, des plumes, qui vole. Donc un animal qui ne vole pas, il est moins oiseau qu'un animal qui vole, même si on me dit l'autruche, c'est un oiseau. D'accord? Donc c'est normal, si vous voulez, que les catégorisations qui caractérisent les êtres humains, alors vous aviez raison de dire que c'est culturel, parce que là, dans d'autres cultures, il y aura peut-être d'autres prototypes. Ça dépend des oiseaux qu'on voit le plus fréquemment dans le milieu où on se trouve. Mais là, dans cet exemple-là, qui correspond, disons, à ce qu'on pourrait connaître, par exemple, en Europe, eh bien, on a une structuration avec, disons, un prototype. Et donc, la catégorisation va se faire comment? Comment est-ce que je vais savoir qu'un animal qui a une allure bizarre, comment je vais savoir s'il appartient ou pas à la catégorie oiseau? Non pas en regardant ses propriétés. L'idée, ça va être que je vais me baser sur le prototype et appartiendra à la catégorie ce qui ressemble au prototype. C'est plus du tout une histoire de propriété, etc. C'est une similarité globale avec le prototype. Et plus ça ressemble au prototype, plus c'est facile de catégoriser l'objet. Un autre exemple, donc avec les meubles, là qui est fait, vous voyez, là ce sont vraiment des dispositifs expérimentaux. On a prouvé cela en faisant plusieurs sortes de types d'expériences. Par exemple, là, on donne à des gens, par exemple, des listes de mots. On leur donne plein de mots et on leur demande de classer, de mesurer de 1 à 7, de dire est-ce que ce sont des bons exemples de la catégorie meuble. Donc on leur dit chaise, beaucoup de gens mettent 7, c'est un très bon exemple de la catégorie meuble. Mais si on leur dit télévision, ils mettent plus 2 ou 3. C'est un moins bon exemple de la catégorie meuble. Donc on fait ça avec beaucoup de personnes et on se rend compte que voilà, il y a une tendance très nette qui apparaît et on voit que la chaise, le canapé, la table sont un peu le cœur de la catégorie meuble. Un peu plus loin, il y a le lit, le bureau, et puis plus loin encore, le réfrigérateur, la télévision. Donc la catégorie meuble, elle se structure de cette façon-là pour les gens en général. Il y a un autre test qui consiste simplement à dire aux gens, voilà, écrivez le plus vite possible le plus grand nombre de mots qui désignent des meubles, qui renvoient à des meubles. Et puis on regarde les listes que font les gens, et on voit que tout le temps, ils mettent dans les débuts de liste, ils mettent chaise, table, canapé. Et puis ils mettent plus loin réfrigérateur, télévision, etc. Donc ça, ce sont des tests psycholinguistiques qui montrent qu'effectivement, nos catégories sont structurées de cette façon-là, par des prototypes. Alors, en linguistique, c'est la même chose. Vous avez des prototypes. Par exemple, un verbe, si on prend la catégorie verbe, si je prends la catégorie du verbe, il est évident qu'un verbe conjugué, par exemple, à l'indicatif, je marchais, est un meilleur représentant de la catégorie verbe qu'un infinitif, par exemple.
Donc si je prends, pour illustrer cette idée que l'infinitif est un moins bon représentant de la catégorie verbe, si vous prenez une phrase comme « souffler n'est pas joué », vous voyez que l'infinitif « souffler » fonctionne comme un nom sujet de « n'est pas joué ». Bon. Donc, un verbe conjugué à un mode personnel, par exemple l'indicatif, est plus verbe qu'un verbe à l'infinitif. Mais ce n'est pas tellement ça qu'on va utiliser tout à l'heure. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que, pour conclure sur ce point, que la catégorisation naturelle est prototypique, c'est-à-dire qu'un élément est perçu dans une catégorie selon son degré de similarité avec un prototype de cette catégorie. Il n'y en a pas qu'un, hein. Les prototypes, il peut y en avoir plusieurs. Il n'y a pas forcément un seul prototype. Bon. Alors, quand on parle de catégorisation, je passe sur ce point, mais c'est un aspect particulier d'un processus cognitif beaucoup plus général, qui s'appelle l'analogie. Alors, mais je passe sur ce point. Donc, quand on considère la grammaire telle qu'on l'enseigne, la grammaire explicite, hein, je ne parle pas ici de la grammaire implicite, qui est donc la grammaire interne, c'est-à-dire le fait que, si vous voulez, lorsque vous apprenez, par exemple, le français, si vous êtes espagnol, que vous apprenez le français, ça ne vous est jamais venu à l'esprit de dire table là au lieu de la table. Hein. Parce que vous avez intériorisé, même si vous n'avez aucune connaissance grammaticale, que vous ne connaissez pas le mot déterminant, même la notion de nom, eh bien, vous avez intériorisé que le déterminant, il est avant le nom. Voilà. Et vous n'y pensez même pas, c'est de la grammaire interne ou implicite. Bien. Là, on s'intéresse uniquement à la grammaire explicite. Bien. Alors, dans la grammaire explicite, il y a plusieurs façons de présenter les notions. On peut les présenter sous forme de définition. Et ça correspond au modèle des conditions nécessaires et suffisantes. On va dire, par exemple, vous allez définir la phrase en disant une phrase, ça commence par une majuscule et ça se termine par un point. Bon, vous avez probablement appris ça, hein, à un moment ou à un autre de votre scolarité. Une phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Alors, pourquoi pas, hein, on peut, mais en fait, ça ne marche pas très bien, ce genre de définition. D'abord, il faut compliquer la définition en ajoutant qu'il y a plusieurs types de points. Donc, ce n'est pas seulement un point. Une phrase qui se termine par un point d'interrogation ou un point d'exclamation, elle est aussi terminée par des points de suspension, souvent aussi. Par 2 points, c'est délicat, ça dépend. Hein. Donc, il y a différents types de points, ce qui complique la définition. Ensuite, quand vous prenez une phrase comme celle-ci, « Le théâtre de S. Beckett me passionne », si vous prenez un élève qui veut vous prendre au mot la définition que vous donnez, il va vous dire, là, il y a 2 phrases. Il y a « Le théâtre de Samuel Beckett me passionne » et puis il y a « Beckett me passionne ». Parce que ça commence par une majuscule, ça se termine par un point. Donc c'est une phrase. Et même, dans certains cas, les gens compliquent la définition en disant la phrase commence par une majuscule précédée par un point. Mais même en ajoutant ça, ça marche. Parce que là, la majuscule est précédée par un point. Donc, vous voyez bien que la définition, si on la prend sérieusement, vraiment comme des propriétés scientifiques, entre guillemets, eh bien, elle ne marche pas dans ce cas-là. Et puis, enfin, il existe des phrases, là j'ai pris cet extrait célèbre du poème d'Apollinaire, Alcool. À la fin, tu es là de ce monde ancien, bergère au Tour Eiffel, le troupeau des pompes ce matin. C'est un poème entier sans ponctuation. Il n'y a pas de point. Donc ça veut dire quoi? Il n'y a pas de phrase? Bon. Alors pourquoi je donne ces exemples? Tout simplement pour vous dire que une définition, les définitions en grammaire, elles sont très peu importantes. Pourquoi elles sont peu importantes? Parce qu'elles sont presque toujours imparfaites. Si on veut une définition très juste, ça devient
quelque chose de très technique du point de vue linguistique. Il faut ajouter plein de précisions pour que la définition marche vraiment. Donc, le problème, c'est que la définition, elle est souvent fausse. Soit elle va être trop compliquée, soit si on la laisse simple, elle est fausse dans certains cas. Alors, ce n'est pas forcément grave qu'elle soit parfois fausse. Mais c'est simplement, je dis cela parce que ça montre qu'il faut relativiser l'importance des définitions. Faire copier des définitions pour enseigner la grammaire, c'est vraiment pas une chose très utile. Alors, par exemple, je prends un exemple ici pour vous montrer pourquoi les définitions peuvent être trompeuses. Ici, vous avez dans un manuel une leçon sur l'adjectif. On vous dit, dans un groupe nominal, l'adjectif peut être supprimé, contrairement aux déterminants et aux noms. Alors, c'est vrai, globalement, c'est plutôt vrai. Les serpents dévorent les petites souris. Donc ici, on a les petites souris. On peut supprimer petites pour dire les serpents dévorent les souris. En revanche, je ne pourrais pas dire les serpents dévorent petites souris ou dévorent les petites, quoique, bon. Sauf que, un peu plus loin dans le manuel, vous avez un exercice qui est le suivant. Supprime tous les adjectifs qualificatifs, les phrases ont-elles encore un sens? J'ai les yeux verts et les cheveux roux. Vous ne pouvez pas dire j'ai les yeux et les cheveux. Donc là, l'adjectif, il est obligatoire. On ne peut pas le supprimer. Grâce au soleil, elle a la peau bronzée. On ne peut pas dire grâce au soleil, elle a la peau. L'air marin lui donnait le teint frais. Alors on pourrait dire l'air lui donnait, mais on ne peut pas lui donner le teint. Préfères-tu les fruits frais ou les fruits secs? Là, compte tenu du contraste, on ne pourrait pas dire préfères-tu les fruits ou les fruits. Bon, donc il y a bien des cas où l'adjectif n'est pas facultatif. Donc c'est important de comprendre que la définition, elle va avoir toujours une zone une zone de pertinence qui est limitée. Donc ce que je dirais, c'est que les définitions sont moins importantes que les exemples types et qu'elles doivent être aussi simples que possible. Par exemple, pour des enfants, il suffit de dire, pour définir le verbe, que c'est le mot qui se conjugue. Et puis ils ont une pratique, on leur apprend là, ce que c'est que conjuguer un verbe, on leur dit, voilà, tu vas conjuguer le verbe chanter au présent, je chante, tu chantes, il chante. Ils savent ce que ça signifie conjuguer. Bon. Donc ils voient bien qu'un mot comme table, on peut pas dire, ou chaise plutôt, on ne peut pas dire je chaise, tu chaises, il chaise, donc ça ne se conjugue pas, donc c'est pas un verbe. Voilà. Donc ce sont des définitions très simples, qui marchent très bien et qui correspondent tout de même à une vraie réalité linguistique. Donc il faut utiliser des corpus qui soient pertinents. Alors dans les tout débuts d'apprentissage, on donne des phrases extrêmement simples. Et on donne un exemple. Alors voici là un exercice tout à fait élémentaire. Dans la phrase l'avion décolle, le sujet est l'avion. Dans la phrase il décolle, le sujet est il. Trouve le sujet dans les phrases suivantes. Donc on le fait par similarité avec un prototype. Vous voyez, on donne des prototypes et on fait par similarité. Et on donne que des exemples qui fonctionnent bien. Même chose, là, on ajoute dans la phrase le facteur distribue le courrier, le sujet est le facteur. Dans la phrase il distribue le courrier, le sujet est il. Trouve le sujet dans les phrases suivantes. Bon, voilà. On peut ensuite compliquer les phrases. Ici, on a juste un groupe nominal, un verbe nu. Et ici, on ajoute un verbe avec un complément d'objet. Et puis ensuite, on peut compliquer les phrases. Donc l'important, si vous voulez, quand on pratique l'exercice de grammaire, c'est de faire attention au corpus qu'on utilise et de faire attention de donner des exemples qui fonctionnent avec les définitions qu'on donne ou avec les catégorisations qu'on souhaite développer chez les élèves.
C'est-à-dire qu'on a toujours cette espèce de culture que l'exercice, il doit y avoir des phrases compliquées pour que les élèves se trompent obligatoirement. Ben non. Hein. Le but d'un exercice, c'est que les élèves, ils réussissent tout. Et il n'y a pas besoin d'ajouter des pièges, des choses trappes dans... Hein, il y aura si les élèves réussissent toutes les phrases, ils auront un sentiment de sécurité intellectuelle, l'impression d'avoir compris, ce qui sera juste, et ce n'est pas la peine de les piéger. Bon. Mais surtout, et c'est là où il faut avoir des connaissances grammaticales pour le faire, il faut que les enseignants soient capables de repérer les cas qui ne sont pas prototypiques. Et c'est ça qu'on ne peut pas faire si on n'a pas les connaissances linguistiques suffisantes. Par exemple, dans un manuel quelconque, avec une leçon sur le COD, mais à un tout petit niveau, hein, du type CE1, CE2, je ne me souviens plus précisément, vous avez cette phrase « Bruno espère retrouver son chien. Trouve le COD ». C'est extrêmement compliqué parce que ici, il y a un groupe infinitif « retrouver son chien » qui est COD de espérer, son chien qui est COD de retrouver, donc on a une structure qui est complexe, qui n'est pas du tout prototypique. Hein. Donc sans doute que là, son chien était ce qu'il fallait trouver dans l'exercice, mais ça ne va pas parce que l'exercice lui-même pose des problèmes que les élèves ne peuvent pas résoudre avec ce qu'on leur a donné comme information. Autre exemple, on vous identifie le sujet avec la possibilité de dire qu'est-ce qui est-ce qui. Bon, donc on a cette définition. Dans une phrase, le sujet du verbe indique qui fait l'action ou de quoi on parle. Exemple, le chat attrape les souris, le chat est souligné, donc très bien. Pour trouver le sujet du verbe, on peut poser la question qui est-ce qui ou qu'est-ce qui. On utilise les mots c'est qui dans la réponse. Qui est-ce qui attrape les souris? C'est le chat qui attrape les souris. Très bien, ça marche, pas de problème. Ensuite, vous avez l'exercice. Alors, ça marche, le crabe marche de travers. Bon, c'est le crabe qui marche de travers, ça marche. Mais là, les ours bruns aiment le miel. Les élèves, forcément, ils vont dire quoi? Ils vont dire c'est les ours bruns qui aiment le miel. Alors qu'on devrait dire ce sont les ours bruns qui aiment le miel. Mais là, ça devient trop compliqué. Donc, il n'aurait jamais fallu, si on veut appliquer ça, il ne faut surtout pas mettre une phrase au pluriel. Si on veut que ça marche, d'appliquer c'est qui pour faire repérer le sujet. Donc là, le concepteur du manuel, l'auteur du manuel, en plus, il récidive. Les lionnes chassent. Hein. Ce sont les lionnes qui chassent. C'est compliqué pour des enfants de trouver ce genre de choses. Donc, il faut se dire, si je veux utiliser c'est qui pour retrouver le sujet, je ne donne que des phrases au singulier. Je ne mets pas de sujet au pluriel. Sinon, ça ne marchera pas. Hein. Et là, c'est vraiment une erreur parce que, évidemment, ça mettra forcément les élèves qui font cet exercice en difficulté. Un autre exemple, copie le texte, souligne les noms et entoure les déterminants. Alors le texte c'est le suivant, la moto roule vite, le motard doit être bien protégé, il porte un casque, des grosses lunettes, des gants, un blouson de cuir ou une combinaison, des bottes. Alors, souligne les noms. Bon, moto, entoure les déterminants, là, pas de problème. Le motard le nom, là, le déterminant, doit être bien protégé. Il porte un casque, nom, un déterminant. Des grosses lunettes, bon, là ça se complique un petit peu, il y a l'adjectif, mais admettons. Des gants, nom, déterminant, nom, gant, ensuite déterminant, un blouson de cuir. Alors là, ça ne va plus, là. Pourquoi? Parce que vous avez effectivement blouson qui a un nom et un qui est un déterminant, mais là, l'élève va forcément dire cuir. C'est un nom, le cuir. Hein. Il va dire que de est un déterminant. Parce qu'ici, on a une structure où on a une préposition et puis le nom sans déterminant. Donc, c'est vraiment conduire l'élève à l'erreur que d'introduire une difficulté de ce type-là dans le texte. Hein. Et ça, si vous voulez, je suis persuadé que la personne qui a fait le manuel s'en est même pas rendu compte. Or, c'est typiquement ce genre de choses qui
démotive les élèves de l'apprentissage de la grammaire, c'est qu'ils vont dire madame, pourquoi de, on n'a pas dit que c'était un déterminant, c'est un petit mot juste avant le nom cuire. Et là, voilà, l'enseignant, il est très embêté parce que il a donné un mauvais exemple. Et c'est très important de ne donner que des exemples qui marchent bien. Donc, il faut, ça c'est un conseil que je donne systématiquement, mais que c'est aussi bizarre que ça puisse paraître, les gens ne le font pas. Un professeur, il doit faire lui-même correctement l'exercice avant de donner à ses élèves. Vous devez le faire vous-même avant, être sûr que ça marche bien, qu'il n'y a pas un petit truc qui gêne. Si vous prenez un exercice dans un manuel et que vous vous rendez compte qu'il y a une phrase qui est bancale ou qui pose une difficulté, vous l'enlevez, vous adaptez l'exercice, vous enlevez la phrase et vous bricolez les choses pour être sûr que ça fonctionne. Alors, maintenant, passons à la question du système de la langue. Donc on a vu qu'il y avait un certain nombre, une trentaine de notions à maîtriser, que j'ai présentées de cette façon-là, nature de mots, de groupe de mots, fonction, phrase. Mais bon, cette présentation, c'est une simple énumération. Il y a quand même un petit classement avec les natures de mots, les fonctions, et puis ce qui relève de la phrase. Mais cette énumération ne fait pas apparaître le système de la langue, c'est-à-dire la hiérarchie, la hiérarchisation des notions. Alors, pour hiérarchiser, on va partir de ce qui est le plus fondamental, c'est-à-dire de la phrase. La grammaire scolaire qu'on enseigne, c'est une grammaire de la phrase. Donc, c'est la structure fondamentale, et à partir de cette structure-là, on va définir les autres notions. Ensuite, le deuxième point vraiment important à comprendre, c'est que presque toute la grammaire repose sur des relations d'inclusion. Si vous avez compris cela, vous avez vraiment compris ce que c'est en particulier que la syntaxe en français. Bon. Comprendre l'organisation grammaticale d'une langue, c'est comprendre comment certaines structures sont incluses ou imbriquées dans d'autres. Ça, on le verra en détail sans arrêt. Une phrase, ce n'est pas juste une liste de mots séparés par des blancs. Ça, c'est le cas pour un ordinateur, mais pas pour un être humain qui parle une langue. Une proposition subordonnée, par exemple, pourquoi on l'appelle subordonnée ? Une proposition subordonnée, c'est une sorte de sous-phrase incluse dans une phrase. D'accord ? C'est une relation d'inclusion, la subordination. Lorsque vous avez un complément du nom dans un groupe nominal, par exemple, la gloire de mon père, c'est un groupe nominal qui contient un déterminant, un nom, puis un complément du nom de mon père. Bon, mais dans de mon père, c'est un groupe nominal aussi, c'est un déterminant plus un nom. Donc j'ai bien un groupe nominal qui est inclus dans un autre groupe nominal. Donc, apprendre à visualiser ces relations d'inclusion, à les percevoir immédiatement, c'est ça, avoir une connaissance grammaticale. Donc, l'essentiel de la grammaire, c'est comprendre qu'est-ce qui est inclus dans quoi. Et puis ensuite, bien sûr, il convient d'identifier par des exemples types qui vont servir de prototypes les natures et les fonctions des mots et des groupes de mots. Donc, il faut comprendre ce que c'est exactement nature et fonction. Tout simplement, vous avez des éléments et des relations avec des éléments. Une structure grammaticale, ce sont des éléments en relation avec d'autres éléments. Les éléments, c'est ce qu'on appelle les natures de mots, et les relations, ce sont les fonctions. Et l'essentiel de l'apprentissage de la grammaire scolaire, c'est identifier donc la nature et la fonction des mots et des groupes de mots. Donc, la nature des mots, schématisons ici deux mots qui ont une nature X et Y. Ce qu'on appelle une fonction, c'est tout simplement la relation entre ces deux entités.
Et cette relation, elle se reconduit, elle peut se reconduire, c'est-à-dire que l'entité x ici peut elle-même être composée de plusieurs éléments. Si le grand X est composé de petit x et petit y, il y aura aussi une relation de fonction entre ces deux éléments x et y. Et même chose du côté du grand Y qui peut se diviser. Par exemple, si vous prenez ce proverbe « chat échaudé craint l'eau froide », chat échaudé craint l'eau froide, je précise peut-être pour certains étudiants étrangers, certaines étudiantes étrangères, échaudé, ça veut dire qui a reçu de l'eau chaude. Hein. Donc chat échaudé craint l'eau froide, ça signifie que quand on a vécu quelque chose une expérience désagréable, eh bien, on craint tout ce qui ressemble à cette expérience désagréable. Bon, maintenant, du point de vue grammatical, on voit bien qu'ici, on a deux éléments. Un élément grand X qui est chat échaudé, qui est le sujet de la phrase. Un élément grand Y qui est craint l'eau froide. Et puis, à l'intérieur de chacun de ces éléments, on a chat échaudé où ici on a une relation entre un nom et un participe passé qui fonctionne comme adjectif. Donc les éléments X, chat échaudé, ce sera Y ici. Et puis craint l'eau froide, eh bien on a un verbe craint et puis son complément l'eau froide. D'accord ? Donc ici c'est la relation fonctionnelle, la relation entre X et Y, c'est une relation épithète. La relation entre craint et le groupe nominal l'eau froide, c'est la relation COD. Et puis la relation entre le grand X et le grand Y, entre chat échaudé d'une part et craint l'eau froide d'autre part, c'est la relation sujet. Donc vous avez tout le temps ça, des éléments qui sont les natures de mots et des relations entre les éléments qui sont les fonctions. Et puis on peut continuer. Par exemple ici, l'eau froide, ça se décompose. Il y a l'élément Y qui était dans le deuxième grand carré, il peut lui-même se décomposer en X et Y, hein, l'eau froide. Je peux le décomposer même en trois éléments d'ailleurs, hein, un déterminant, un nom et une expansion froide. Bien. Alors, je donne un petit exemple pour terminer. Vous voyez, ici, on demande aux élèves dans ce texte, qui est censé parler de la variation des déterminants, observe les groupes nominaux en gras, quels mots sont placés avant le nom, avant les noms. Et, bon, ma parole, pas de problème, un labyrinthe, pas de problème, des crochets, pas de problème, mais au même instant, le bruit étouffé d'un sanglot lui parvient très proche. Alors, vous voyez le problème là c'est carrément une erreur d'analyse. C'est que le groupe nominal, c'est le bruit étouffé d'un sanglot, ce n'est pas le bruit. Ça n'a aucun sens d'identifier le bruit, de séparer le bruit comme un groupe nominal. Donc là, il y a vraiment un problème de compréhension d'une notion aussi élémentaire que ce qu'est un groupe nominal. C'est pour ça qu'il faut vraiment, si vous voulez, que vous ayez vous-même des connaissances linguistiques pour avoir un regard critique sur les manuels qui comprennent souvent des erreurs. Bien. Alors, un autre exemple ici, recopie du même genre, hein, recopie les groupes de mots en couleur dans la colonne qui convient. Et vous avez les groupes de mots, vous voyez, dans le tiroir de la table de la cuisine. Vous avez isolé le tiroir, la table. Ça n'a aucun sens. Hein. En fait, ici, pareil pour le grain de riz, hein, on a le tiroir de la table de la cuisine qui s'analyse de la façon suivante. Vous avez un déterminant le, un nom tiroir, et puis de la table de la cuisine qui est un complément du nom tiroir, et puis de la table de la cuisine qui lui-même va s'analyser avec de la cuisine qui est complément du nom table. Bon, mais en aucun cas, du point de vue de la structure, de qu'est-ce qui est inclus dans quoi, on ne peut isoler le tiroir séparément et la table séparément. On ne comprendra... On s'interdit absolument de comprendre la notion de groupe nominal si on isole des choses comme ça. Ça n'a aucun sens. Bon, et puis là, il y a, si vous voulez, là je mentionne, vous voyez, dans le petit tableau, dans l'exercice, on indique petit mot, mot qui désigne une personne, mot qui désigne une chose. Donc on veut faire travailler
sur les groupes nominaux, hein. On travaille sur les groupes nominaux et sur les déterminants. Et en même temps, l'exercice demande une consigne qui n'a absolument rien à voir. Que le référent soit une chose ou une personne, du point de vue de la grammaire du déterminant ou du groupe nominal, on s'en moque parfaitement. Donc là, si vous voulez, c'est une information qui perturbe complètement le sens de l'exercice. Dernier exemple de cas de ce type-là, un peu aberrant. Vous voyez que dans le premier exercice ici, dans quelle phrase le nom en bleu est-il sujet du verbe? Alors on a le nom en bleu. Hein, et ici en bleu, il y a un groupe nominal. Donc c'est une aberration. Hein. Alors qu'ici, le nom baleine, ici on n'a bien que le nom qui est en bleu. Donc, alors, soit ça a été mal relu, soit l'auteur du manuel ne sait pas lui-même ce que c'est qu'un groupe nominal, c'est quand même un problème. Hein. Et puis, un dernier, lis les phrases, entoure le petit mot qui est juste devant chaque mot en couleur. Alors ici, là c'est grave aussi parce que avec ma trompe, j'aspire de l'eau. Qu'est-ce que va faire l'élève? Il va entourer le petit mot « ma », et puis il va entourer le petit mot et l'apostrophe. Hein, et l'apostrophe, l'article. Sauf que ici, de l'eau, c'est en fait un article partitif. De le, il va ensemble. Donc, c'est typiquement un exemple non prototypique de déterminant, puisqu'il est en deux mots, qu'il ne faut introduire qu'à un stade ultérieur de l'apprentissage, pas dans des choses tout à fait élémentaires comme ceci. Donc on a toutes sortes de problèmes dans les manuels qui viennent d'une mauvaise compréhension de la notion de structure grammaticale et des relations d'inclusion qui concernent ces structures. Voilà, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pourrez me les poser au début de l'heure prochaine. Voilà, merci de votre attention et à la semaine prochaine.